40%, hein, d'abord en première instance, puis en appel, à une peine. Alors, on parlera des réquisitions dans le procès Baïkani qui sont encore plus lourdes, mais est-ce qu'il y a un changement, un, de comportement de votre point de vue des politiques, et deux, aussi un changement de comportement de la part de la justice? Est-ce que la justice est plus sévère? Est-ce qu'elle va plus vite? Est-ce qu'elle a plus de moyens? Oui, je pense qu'il y a un changement et l'atténuation très forte du verrou de Bercy, je pense, va beaucoup y contribuer. Mais ça commence, si vous voulez, donc il faut du temps. Et je pense aussi que beaucoup de magistrats sur des affaires de fraude fiscale sont conscients que lorsque ce sont des détenteurs de l'autorité publique, pire, des gens qui étaient chargés de la lutte contre la fraude fiscale, quand ils sont pris la main dans le sac, ça mérite pour moi une sanction beaucoup plus forte, hein, et pas simplement d'être fraudeur fiscal. C'est le principal crime pour moi de Jérôme Cahuzac, c'est pas simplement d'avoir dissimulé un compte en Suisse, mais c'est s'être présenté comme un héros de la lutte contre la fraude fiscale, et quand vous découvrez que ceux qui sont les plus ardents sur la lutte contre la fraude fiscale eux-mêmes sont des fraudeurs, vous reconnaîtrez que pour l'opinion publique, c'est désastreux. C'est comme ça qu'on détruit un système démocratique. Puisqu'il faut toujours rappeler ce que disait Montesquieu, c'est que les démocraties, elles se fondaient sur une valeur qui s'appelle la vertu. Si les représentants du peuple ne sont pas vertueux, il y aura progressivement une perte de crédibilité de la classe politique et qui amènera un jour un régime autoritaire qui sera d'ailleurs bien pire. Une question d'Yvan Youffoil qui est à mes côtés sur ce plateau. Bonsoir monsieur. J'avais cru comprendre naïvement que les arsenals législatifs, réglementaires, juridiques étaient tels aujourd'hui que les fraudes fiscales étaient quasiment impossibles, et je vous entends dire que la lutte ne fait que commencer. Vous avez dit ça commence seulement aujourd'hui. Et donc j'aimerais que vous m'expliquiez si vraiment il y a encore beaucoup de trous dans la raquette, si vraiment ces trous ont été laissés sciemment, et qu'est-ce qu'il faudrait pour que vraiment cette fraude fiscale soit efficiente et qu'il n'y ait plus de fraudeurs dans le fond. Voir si on peut aller jusqu'à cette hypothèse. Non mais non. Oui, ne rêvons pas d'un monde parfait. Il y aura toujours de la fraude. Ce qu'il faut, c'est que les plus gros fraudeurs soient attrapés et sanctionnés. Et comme je le disais tout à l'heure, la grande fraude est souvent une fraude internationale. C'est vrai des entreprises, c'est vrai des particuliers. Et donc, oui, l'échange d'informations est une donnée extrêmement importante pour améliorer la poursuite des grands fraudeurs. Et de ne pas se contenter d'un dispositif purement franco-français. Et donc l'échange automatique est quand même une révolution dans la lutte contre les grands fraudeurs. Vous voyez, vous parliez tout à l'heure de Jérôme Cahuzac, il a fallu un miracle pour qu'on puisse prouver qu'il avait bien ce compte en Suisse, ce qu'il a d'ailleurs fini par reconnaître, puisque après le procès, il a reconnu que c'était bien lui qui avait créé ce compte en Suisse du temps où il était au cabinet de M. Evin. Ouais. Il ne s'est pas tout à fait expliqué d'où venait l'argent, mais ça c'est encore une autre affaire, vous voyez. Et donc on progresse, mais c'est une lutte comme contre les mauvaises herbes, si vous voulez, elle repousse toujours. Donc il faut une lutte continue, constante et efficace. Merci beaucoup Charles de Courson d'avoir répondu à nos questions en direct ce soir sur le plateau de LCI. Charles de Courson parlait de vertu. Il y a un autre terme, confiance. Je ne le dis pas au hasard, on va revoir quelques images, notamment parce que vous vous souvenez, barre confiance, voilà. Je n'en parle pas au hasard. Charles de Courson disait qu'il a fallu un miracle pour qu'on découvre ce compte caché de Jérôme Cahuzac. Alors là, je ne sais pas si c'est un miracle, mais en tout cas, des années après, des soupçons pèsent désormais sur Raymond Barre. Et alors, on va écouter les réactions après le décès de Raymond Barre sur la personnalité de cet homme. Et puis, on écoutera aussi celle qui avait déclenché l'ouverture de la procédure concernant Jérôme Cahuzac avant qu'il n'avoue. On commence par Raymond Barre. Il n'était pas spécialement moderne, non. Quand on compare avec les jeunes loups actuels. On appelait le gros nounours, c'était quelqu'un qui était affable, qui paraissait très gentil, mais qui avait quand même des idées bien arrêtées. C'était un homme charmant, plein d'attention, qui aimait aussi les plaisirs de la vie. Il sentait savourer finalement la vie, savourer ces moments de pleine intensité. Ce n'était pas un homme qui était motivé par la recherche de satisfaction personnelle. Il était au service du bien public. C'est ce qu'on appelle un homme d'État. C'était un exemple de rigueur morale et intellectuelle.
Et puis ensuite, c'est un Premier ministre qui n'a jamais hésité à dire la vérité aux Français, même si ça a pu parfois lui coûter beaucoup. Raymond Barre, c'était au fond une référence dans la vie politique française, et à ce titre, sa voix, son regard, sa silhouette, à la fois un peu bonhomme et en même temps très rigoureuse, va manquer aux Français. Alors rétrospectivement, c'est sûr que ça fait toujours un peu mal, et pas que pour le principal intéressé, feu Raymond Barre, quand même. Mais c'est aussi ce que disait Charles de Courson. Il dit que tout ça, ça atteint la force de la parole politique. Oui, parce que si Raymond Barre faisait cela, le premier économiste de France, cet homme patelin, en qui on aurait donné le bon Dieu sans profession, si Raymond Barre faisait cela à cette époque, sans doute, on peut imaginer que c'était une pratique qui peut être C'est partagée. pas forcément le seul. Je n'en sais rien, naturellement, mais enfin, à voir avec quelle facilité il a pu se prêter à ces fraudes-là, on peut imaginer que d'autres les fait également à sa place. Et on se souvient, en effet, que l'argent liquide, quand même, coulait à flot dans les rangs politiques. Il y avait des fonds secrets, que tout ceci était assez facile, qu'il était facile de se payer, que l'argent au noir était une pratique courante, etc. Enfin bon, je ne vais pas refaire je ne vais pas redonner tous les travers de cette époque, mais enfin, on peut bien imaginer quand même que ceux qui servaient la France se servaient eux-mêmes en même temps au passage. C'est Lionel Jospin qui a fait disparaître les fonds secrets, parce qu'en fait, il y a eu un rapport parlementaire très approfondi il y a plus de 20 ans sur la question des paradis fiscaux, où on a appris qu'il y en avait. Il y avait des paradis fiscaux, il y avait des exils, donc tout le monde en profitait. Ça arrangeait d'une certaine manière le fonctionnement, et surtout à l'époque, on le disait, au niveau même des politiques, de ceux qui avaient le pouvoir, ça existait, puisqu'il y avait des millions qui étaient donnés sans trace au personnel politique. Et on se souvient qu'on avait considéré à peu près normal que Michel Rocard, quand il était parti, on avait dit qu'il avait vidé les fonds secrets. Et c'est, encore une fois, c'est Lionel Jospin qui, le premier, a décidé qu'il n'y aurait plus ça. Donc, l'argent liquide existait, la corruption existait, et elle était considérée comme pratique par certains, et probablement, ça a nourri cette idée que tous pourris, indiscutablement. Tout cela est avant la montée du Front National qui s'est nourri de tout cela. Et puis, ce qui s'est passé, il faut bien le voir, c'est qu'il y a eu un accord international pour faire disparaître ça. On ne pourrait parler de ces choses-là actuellement, on ne pourrait pas en parler s'il n'y avait pas eu d'un commun accord. Ça a pris du temps, l'idée que les paradis fiscaux ne devaient plus exister et que progressivement la Suisse, le Luxembourg, etc. Notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il y a eu d'autres facteurs. Énormément d'efforts parce que les États-Unis ont été extrêmement sévères, notamment avec la Suisse. Et donc il a fallu pas mal de facteurs pour que la lutte contre les paradis fiscaux, l'exil fiscal et donc d'une certaine manière la triche soit rendue condamnable. Et tout récemment, on le voit bien, dans la France insoumise, les militants d'extrême gauche, les gilets jaunes, ont beaucoup considéré qu'on ne pouvait pas faire payer les Français constamment sur les taxes, machin, alors que l'exil fiscal rapporterait aux Français des millions et des millions. Ça, bon, je ne sais pas, et certains pensent que c'est pas tout à fait vrai. Mais en tout cas, cette idée que l'exil fiscal est un moyen d'enrichir les riches alors que les pauvres, eux, sont obligés de payer leurs taxes, leurs impôts, est un élément très fort. Mais c'est ce que disait aussi Charles de Courson. Il parle d'exemplarité. Et c'est ce qu'il soulignait à propos de Jérôme Cahuzac en disant quand on se présente comme celui qui va lutter contre la fraude fiscale et que l'on découvre que l'on a soi-même profité du système, c'est presque encore plus problématique. Pour en revenir à lui, Raymond Barre, octobre 1976, quand il dit lui aussi la première démarche en ce domaine pour réduire les inégalités, c'est de faire disparaître la fraude fiscale. C'est vrai, voilà, ça nourrit tout cela. Je dirais que, mon point de vue, on ne saurait réduire Raymond Barre à cette affaire de fraude fiscale. Premier point. Deuxième point, non mais dans l'ordre de ce que je ressens. Deuxième point, le dossier du canard enchaîné est absolument accablant. Accablant. J'attends, comme tout le monde j'imagine, d'en savoir un peu plus, parce qu'on ne peut pas en rester là, mais en tout cas, il est absolument accablant. Et le troisième point qui me vient en tête, c'est que dans la vie politique en général, et dans la vie publique aussi, moi j'ai tendance à me méfier, où qu'il soit, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, au centre, ailleurs, de ceux qui agitent sans arrêt le hochet de la morale, dans leur discours, dans leurs propos, etc. Je dirais suspicion.
Hein, suspicion. Et c'est vrai que j'éprouve un grand malaise, comme citoyen, à revoir ces images que nous n'avions plus en tête parce qu'elles commencent à dater, mais elles ne sont pas, ce ne sont pas des fake news. Dans le Bouhar invoquer la confiance et évoquer la nécessité absolue de lutter contre la fraude fiscale, voilà, c'est sans commentaire, mais ça n'aide pas à la bonne tenue de la démocratie.